C'est nous d'abord. Ça manque le développement. Il n'y a pas de travail là-bas. Là-bas, c'est les parents qui payent l'école. Si tes parents n'ont pas le moyen, ils peuvent pas faire l'école. Le pays est un peu dur. Ma famille aussi souffre beaucoup, comme ma mère. Je ne peux pas voir ma mère souffrir et croiser mes bras. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai pris la route. Je n'ai pas prévenu ma famille. J'ai pris la décision mensuelle pour sortir. Ma famille, personne ne savait. La route, c'est pas facile. S'ils savent que je prends la route, il va dire non. Je préfère pas raconter ça, parce que c'est un peu compliqué. Mais là-bas encore, moi aussi, je pense que c'était, pour traverser la l'eau là, c'était le gros bateau. J'avais peur hein, parce que je pensais que j'allais mourir parce qu'on a fait 3 jours sous l'eau. Hein. Mais j'ai demandé c'est quoi ça, ils m'ont dit maintenant que c'est le Zodiac. J'ai dit non, moi je ne peux pas monter dans ça. Moi je ne monte pas dans ça. Ils m'ont dit, petit, tu vois le désert, toi tu ne peux pas te retourner ici. Si tu retournes ici, tu vas mourir. On avait perdu la route. Ouais. J'ai fait 3 jours sous l'eau. Pas manger. Seulement l'eau. J'allais mourir quand même, mais le Dieu n'a pas voulu. Alors, faut que, allez, ramasse, mon ami, allez, ramasse. Faut que, allez, ramasse. C'est le téléphone. Par le fruit du hasard, lors de cette partie, c'est Mamadou qui est tombé sur les bonnes cartes. Ces jeunes ont entre 16 et 18 ans. Ils viennent tous de très loin. Depuis peu, ils logent au Centre de la Réconciliation, une association lilloise fondée par le pasteur Christian Delarocque. Ces jeunes sont appelés des mineurs isolés. Le Centre de la Réconciliation les soutient, car la plupart d'entre eux se retrouvent bloqués dans des démarches administratives complexes. On aide les mineurs isolés étrangers qui ne sont pas reconnus mineurs. Et donc, comme ils ne sont pas reconnus mineurs, ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et comme ils se disent mineurs, ils ne peuvent pas bénéficier des procédures pour les majeurs, puisqu'ils se disent mineurs. Donc du coup, ils sont dans une zone de non-droit, de non-soutien. Et dans ce cadre-là, on les prend en charge pour le côté administratif, donc accès à la santé, accès aux bibliothèques, au transport, etc. Et puis ensuite, accès à la scolarisation, donc à la fois avec une école de remise à niveau où il y a une quarantaine de bénévoles qui aident pour différents cours assez larges selon le niveau des jeunes, et puis pour l'hébergement. Et dans ce cadre-là, on a entre autres donc un hébergement de 14 jeunes à Wattignies, à la Maison Esther, comme on l'appelle. Après, il y a d'autres partenaires qui aident aussi à ce niveau-là, que ce soit la pastorale des migrants, qui ont aussi une maison à peu près du même style, et puis aussi donc Utopia 56, qui aide donc pour l'hébergement plus provisoire, le temps qu'on trouve des solutions plus pérennes, et qui aide aussi dans des familles. Un véritable écosystème s'est développé dans les Hauts-de-France pour venir en aide aux jeunes migrants. Des initiatives qui suscitent parfois des débats, y compris chez les chrétiens.
Jusqu'où doit aller notre charité? Quelle est la limite? Est-il vraiment réaliste de vouloir accompagner ces jeunes? Des réflexions que nous avons partagées avec Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras, qui est particulièrement sensible à la question des migrants, alors que la ville de Calais fait partie de son diocèse. Une ville qui est un passage clé pour les migrants qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. J'entends beaucoup cette phrase « il faut être réaliste ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, Monseigneur, il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder. Il faut être réaliste, on ne peut pas les accueillir. On ne peut pas tout accueillir. L'État a des responsabilités régaliennes en matière de sécurité et de gestion des flux migratoires. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand on me dit qu'il faut être réaliste, ça veut me dire, bon, écoutez, on ne peut pas tout faire, donc maintenant on les laisse tomber. Ce n'est pas possible. La seule chose que je dis, c'est que parce que Christ est ressuscité, nous ne nous résignerons pas. Je n'ai pas les solutions, je veux chercher avec d'autres, je sais que tout n'est pas possible. Mais le seul réalisme qui compte, et pour moi ça c'est capital, le seul événement dont je suis sûr absolument, c'est que le Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, que je ne pourrai jamais me résigner. Et donc que l'amour fraternel, dont il faut qu'on trouve les chemins, qui peuvent être des chemins politiques, et pas seulement interpersonnels, mais l'amour fraternel, je ne relativiserai plus jamais ce commandement. Le seul réalisme qui compte, c'est celui de la résurrection. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, c'est Gildas, j'ai 22 ans, je vis à Villeneuve-d'Ascq et je suis technicien poids lourd. Pourquoi tu es parti en France? Je suis parti du Cameroun parce que mes parents étaient séparés à l'époque. Il y a eu moi, ma soeur et mon frère. Et on était à la charge de ma mère. Et après, 2 ans après, ma mère ne pouvait plus payer l'école. J'étais au quartier, je jouais au quartier un jour, puis ma mère n'était pas là. Elle était allée au champ. Et il y a un tonton du quartier qui nous disait tous les jours ça, qu'on pouvait aller, parce qu'on n'avait rien à faire à la maison, qu'on pouvait aller travailler à côté au Nigeria, de notre pays à côté, et revenir pour payer nos études et tout, et pour continuer l'école. Un jour, quand ma mère n'était pas là, on s'est dit, on ne dit pas au revoir, sinon elle ne va pas vouloir. Et c'est là où nous sommes partis. Et on partait pour le Nigeria. Il y a un verset dans la Bible qui dit de ne pas mépriser les petits commencements. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence toujours petit. Ça commence toujours par presque rien. Et en fait, ce petit presque rien va donner lieu à un autre presque rien, et un peu plus, et un peu plus. Et après, s'il y a justement quelque chose de plus large qui se met en route, ça provoque des choses magnifiques. Ça va? Tiens. Bonjour. Ça va, Mohamed? Ouais, Mathilde. Ça va, Ousmane? Un certain nombre de bénévoles ont été faire de la sensibilisation auprès des habitants du quartier, juste pour leur parler, pour expliquer la situation des jeunes. Et de là, un certain nombre d'initiatives des habitants se sont créées. Donc des habitants ont proposé d'amener des repas comme aujourd'hui, il y en a qui proposent de faire des lessives, certains hébergent, d'autres ont proposé d'amener de l'électricité sur le campement. Et au final, un groupe s'est créé, donc on a créé un groupe WhatsApp. Et de fait, un collectif de soutien des habitants de Bois-Blanc s'est créé au camp. Et donc là, comme aujourd'hui, il y a plein d'habitants en fait, qui viennent nous donner un coup de main. Donc c'est top. On est là, c'est pas facile, mais comme c'est une manque de solutions. Je suis rentré avec certains Soudanais, on est venus, on est rentrés ensemble, mais ils partaient c'est Calais qu'ils traversaient vers en Angleterre. Donc, moi j'ai dit de rester parce que moi je ne vais pas aller. Vu que c'est la mer qu'on traverse, donc c'est pas facile parce que la manière dont moi j'ai traversé la mer, je ne voulais pas répéter ça 2 fois. Donc j'ai préféré rester ici, donc c'est la cause que je suis resté à l'île ici. On espère que ça va aller, mais on ne connaît pas le jour.
celui-là, j'espère, voilà, en espérant, j'espère que ça va aller, mais c'est pas facile. Parce qu'on ne connaît pas le jour, 8 mois, 9 mois dans ça, vous voyez. Voilà, c'est pas facile, donc nous sommes là, nous sommes dans ça. On peut parler de la multiplication des pains et des poissons. Voilà, le petit garçon arrive avec ses quelques pains et ses quelques poissons, et puis ça nourrit une foule. Pour moi, c'est vraiment l'image de ce qu'on peut apporter, même si c'est presque rien, et Dieu va le multiplier d'une façon ou d'une autre. À la Maison Esther, il est proposé aux jeunes de participer aux travaux de rénovation de la maison. Certains souhaitent devenir carreleurs, électriciens ou plaquistes. L'occasion pour eux de commencer la pratique. Tu fais pareil, tu mets un petit peu là, un petit peu là. Je vais en mettre aussi là, comme ça quand tu vas le mettre, ça va le coller avec l'autre. Ouais, vas-y. Pour moi, l'évangile, c'est ok, c'est l'accueil du pauvre, mais c'est plus que le pauvre, c'est le prochain. Finalement, je pense qu'il faut voir qu'on est bien pauvres nous-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, enfin, moi, quand je suis avec les jeunes, je ne pense pas plus riche, entre guillemets, qu'eux. Je me sens comme eux. Alors, bien sûr, eux, ils ont un regard sur moi qui est différent. Mais peut-être quand même que j'ai un regard quand même condescendant sur eux, j'en sais rien, il faut qu'on me le dise. Mais voilà, c'est être en relation avec le prochain qui a un besoin. Et c'est compliqué d'ailleurs d'avoir cette relation, celui qui donne et celui qui reçoit. C'est compliqué de recevoir. On se sent redevable. Et donc, nous, ce qu'on veut, justement, c'est, par exemple, le fait de leur demander de nous aider, c'est pour pas qu'il y ait de redevabilité, en tout cas moindre redevabilité à notre égard. J'ai connu l'association par l'intermédiaire d'un ami. Quand je suis arrivé en France, j'ai été recueilli par des amis. C'est eux qui m'ont orienté vers l'association. Et quand je suis arrivé, j'ai été accueilli, je dirais même bien accueilli par les pasteurs chrétiens et par d'autres bénévoles. C'est vrai que c'est décevant en arrivant et voir les rêves qu'on nous a un peu vendus. Parce quand on est en Afrique, on nous dit que voilà, en Europe, les choses se passent mieux. En Europe, quand tu arrives, tu es bien accueilli et voilà, tu vis une vie des rêves. On idéalise, on va dire, l'enfance ou l'Europe, on idéalise. Et quand on arrive, on tombe sur des situations qu'on a fui. Et du coup, c'est décevant et c'est aussi un peu frustrant, on va dire. Et il faudrait aussi que je donne ces petits témoignages. En fait, quand je suis arrivé en France, j'ai croisé un jeune garçon que je ne connaissais pas. Cette personne m'a dit, il est venu se rapprocher de moi, il m'a fait un petit câlin, il m'a dit ça va être très compliqué pour toi en France, ça va vraiment être très compliqué, ça va être dur, mais reste accroché à Dieu et tu vas réussir. Et cette phrase-là, c'était peut-être une forme de préparation en fait par rapport à tout ce qui allait suivre. Parce que j'ai vraiment vécu des moments très compliqués. Y arrivé des fois, j'ai pleuré, j'étais seul dans mon coin, j'ai pleuré, pourquoi ça marche pas. Mais vraiment, comme il y avait des paroles que les seigneurs me disaient, même en lisant la Bible des fois, ça m'a aidé à garder ma foi. Ce soir, à la pastorale des migrants de Tourcoing, c'est Alia qui est chargée de faire la cuisine. Chaque semaine, différentes tâches pour le bon fonctionnement de la maison sont attribuées aux jeunes. Au départ, c'était une mission. On avait senti des jeunes un peu qui ne savaient pas où aller, qui erraient partout dans les parcs. C'est ainsi que certains paroissiens ont vu cette situation qui les a interpellés, sont allés trouver l'évêque et son conseil pour leur demander s'ils pouvaient faire quelque chose. C'est ainsi qu'on a mis en place cette pastorale des migrants pour vraiment aider ces jeunes qui ne savaient pas où aller.
La question de la fragilité, c'est quelque chose que je porte depuis aujourd'hui, et cela se réalise. Je me dis c'est un don de Dieu, donc Dieu fait que je sois là pour eux. J'essaie de faire de mon mieux selon que je suis inspirée. C'est le kyste qui vient à nous, le kyste pauvre, le kyste qui est là, qui ne demande que d'être accueilli. Peut-être pas plus. Notre présence, ça suffit. On n'est pas puissant. On ne peut pas dire qu'on aide et qu'on a tout ce qu'il faut. Je pense que c'est notre présence qui est très importante. Donc, le fait d'être avec eux, c'est déjà beaucoup pour eux. Et pour moi aussi. Et voilà un peu ma joie de voir que voilà, on peut faire quelque chose ensemble. On peut avancer. L'école, ça va bien? Toi, j'ai appris que tu étais à l'école maintenant? Oui. Ouais. Lycée? De l'école sans frontières, on passe au lycée professionnel. Ça, c'est génial. L'école sans frontières. Des cours tenus par des bénévoles pour que ces jeunes exilés puissent, malgré leur attente administrative, assister à des cours de soutien scolaire avant de rentrer dans une école classique. J'ai fait différents métiers dans l'enseignement qui m'ont amené à comprendre que tout le monde était différent et qu'il y en avait qui avaient des facilités, d'autres pas, par l'intelligence elle-même et par le niveau social, etc. Et donc même quand j'étais enseignante classique, chef d'établissement, je donnais des cours quand même à côté à des personnes en situation d'illettrisme. Parce que je trouve que c'est très très important de pouvoir aider les gens. J'ai pas de mal, j'adore. Donc ça ne me dérange pas du tout. C'est un plaisir de venir, vraiment, quand je les vois, c'est extraordinaire. Et si tous les élèves français étaient comme eux, ce serait plus facile. Parce qu'ils sont vraiment en attente d'apprendre et ils sont volontaires, quoi. Moi, ils m'apportent... Je ne peux pas dire autant que je leur apporte, j'en sais rien, je ne sais pas ce que je leur apporte, même s'ils disent que c'est beaucoup. Mais moi, ils m'apportent énormément et c'est vraiment un bonheur de les rencontrer. Oui, il se passe quelque chose, oui. Dans un grand respect. Et j'ai eu un deuil important dans la famille récemment. Ils ont été un soutien extraordinaire. Par message. Ah ouais, non, extraordinaire. J'ai des élèves d'il y a 3 ans qui me mettent encore un message tous les week-ends en disant « je vous serai reconnaissant toute ma vie ». Quand on leur fait passer des tests, il y a les premières pages qui sont simplement des phrases à réécrire ou des temps à connaître. Et à la fin des tests, pour ceux qui arrivent à la fin des tests, il y a une rédaction à faire, mais le sujet, c'est raconte si tu étais le prince, machin, et que tu avais à ramener un cadeau à ta fiancée, raconte-nous. La totalité des jeunes racontent leur parcours, racontent ce qu'ils ont laissé au pays, racontent tous les traumatismes qu'ils ont eus. Et c'est pour ça que, à partir de là, on connaît déjà, pour ceux qui l'ont dit, on connaît déjà les circonstances d'arrivée et dans lesquelles ils peuvent pas mentir. C'est spontanément, c'est sorti. Déjà, je pense que le pays, la majorité de ceux qu'on accueille étaient dans un milieu très très pauvre. Et ils ont été quand même, pendant la traversée, considérés comme moins que rien. Il y en a un qui écrit « Ne t'en fais pas mon frère, tout va bien. Pendant la traversée, je me suis trompé de chemin. J'ai pris une route que je croyais bien. Je suis arrivé dans un pays où j'ai été torturé, je suis allé en prison. J'ai dû gagner de l'argent pour passer. Et ils ont été esclaves. Et je ne suis rien, j'ai été abusé, j'ai été esclave, et donc je suis moins que rien. » Ici, ils nous disent, tu sais, quand on croise un blanc, s'il sourit, tout va bien. S'il ne sourit pas, il faut qu'on passe vite. Je me dis, c'est vraiment être considéré comme n'existant pas. Hein? Tandis qu'à l'école, ils ont des profs, ils ont des cours, ils ont un cahier, un crayon, un cartable, enfin un sac. Et donc, ça y est, ils sont en train de se construire. Et le sentiment de fierté, enfin moi j'utilise beaucoup ce sentiment, ce mot, parce que la fierté pour eux c'est important. Si moi je leur dis je suis fier de toi, là c'est vraiment
un sourire et ça y est, j'existe. J'existe, il y a les besoins fondamentaux et après il y a les besoins de l'esprit, de l'âme. J'existe, j'ai mangé, j'ai bu et maintenant qu'est-ce que je fais? Et si je suis quelqu'un, j'existe comme les autres. Certains de ces jeunes ont dû arrêter de vivre pendant la traversée pour laisser place à l'instinct de survie. C'était le cas de Gildas, qui a accepté de nous livrer son témoignage tout en restant anonyme. Il est arrivé près de Lille, au monastère de Bouvines, il y a 6 ans. Ce sont Gaël et Jacques Stephens qui l'ont accueilli à son arrivée. Ils étaient à l'époque au service du monastère. Le 17 octobre, qui est la journée de la misère, est arrivé en fin de journée un grand garçon qui a demandé à être hébergé. Alors je lui ai dit, mais d'où venais-tu avant d'être à Cisoing? Il m'a donné le nom d'un port espagnol, puis j'ai compris que j'avais en face de moi un garçon migrant. Évidemment, on connaît la situation des migrants, voilà, on était un peu sensibilisés. Et là, ce qui est un peu vertigineux avec la rencontre de Gildas, c'est qu'en même temps, on en rencontrait un seul, lui, et en même temps, dans l'histoire qu'il nous racontait, on avait l'impression de tous les rencontrer. Et arrivé au Nigeria, c'était compliqué, on ne pouvait pas rester là-bas. Vous n'êtes pas dit de retourner au Cameroun? Vous avez continué votre route? Non, parce que c'était plus compliqué. À partir du Nigeria, déjà, c'était plus compliqué de rentrer que d'avancer. Donc, on s'est dit, on peut trouver mieux ailleurs, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on trouvait les gens qui allaient en Algérie, qui disaient que c'était plus mieux en Algérie. Et c'est comme ça qu'on est parti du Nigeria, on a traversé le Niger, on est rentré en Algérie. Bon, on travaillait dans le bâtiment en Algérie, jusqu'à ce que en Algérie, on commence à refouler les blacks. Le refoulement, c'est quoi? C'est des gens qui enlèvent... C'est la police algérienne qui rentre dans... Mais parce que nous, on dormait dans les chantiers, parce qu'on ne pouvait pas louer des maisons vu qu'on n'était pas régularisé en Algérie. Ils viennent dans les chantiers et ils raflent tout le monde et ils vous mettent dans les bus et ils vous jettent après Tamaracet dans la forêt entre le Niger et l'Algérie. C'est pour ça qu'on a fui. On est parti un soir pour le Maroc. Et le Maroc, on devait faire une semaine de marche parce qu'on devait essayer d'esquiver les casernes pour entrer au Maroc. Et ça, on devait passer dans la forêt de Maknia. Et c'est dans la forêt où j'ai perdu mon ami avec qui j'étais, qui est décédé là-bas parce que la police nous a attrapés. Et vu qu'il était le plus grand, ils ont dit que c'était lui le guide et ils nous ont tapé et lui, ils l'ont tellement bastonné qu'il est décédé parce qu'ils nous ont mis en cellule là-bas. Et dans la nuit, il est décédé dans la cellule là-bas. Et le matin, ils nous ont mis dans des véhicules avec des bâches, les 4x4 dans la nuit. Ils ont dit qu'ils allaient à l'aéroport pour nous déposer, pour nous rapatrier. Et ils nous ont plutôt ramenés encore dans la forêt des Maknia. Donc on le voyait s'ouvrir, et en même temps, par moments, on voyait bien que c'était un peu comme un blackout, on n'avait plus d'accès. Il a vraiment exprimé ça un jour où une autre de nos filles, qui est psy en fait, est venue. Lui a commencé à lui parler un peu, sans rentrer en détail dans son histoire. Il lui a juste dit ce qu'étaient ses nuits en fait. Combien la nuit il faisait des rêves, il entendait des voix, enfin voilà. Et elle a pu lui dire, elle lui a dit mais il faut que tu ailles consulter, ça s'appelle un trauma en fait. Tu t'es protégé et maintenant c'est là que ça va être compliqué. Ouais.
Donc tu savais pas du tout où aller, ils t'ont largué comme ça, quoi. Ouais. T'as avancé. Ouais, ils m'ont déposé dans la forêt. Ils nous jetaient pas dans le même coin, 2 personnes. Non, ils m'ont déposé là, peut-être à 15 km, ils déposaient une autre personne, genre qu'on pouvait pas se retrouver. Donc le but, c'était vraiment que vous perdiez pour Ouais. mourir dans la forêt, quoi. Ouais, c'est ça. Et on s'est jamais rencontrés. Je dis, j'ai fait plus d'1 semaine, je crois. Et là-bas, c'était les forêts, c'était les plantations aussi des gens. Et si tu faisais attraper par un planteur qui venait dans ses champs, il te dénonçait à la police. Et la police, il te retapait et tout. Donc, ce qui faisait que j'étais obligé de me déplacer que dans la nuit. C'est dans la nuit que je pouvais marcher. Et en journée, je trouvais un refuge où je me cachais, où je dormais. Dans la nuit, quand je me réveillais, je montais sur une colline et je regardais les lumières. Et je suivais que les lumières pour me déplacer. J'ai marché pendant 8 jours pour atteindre la première ville du Maroc. Et tu mangeais, tu buvais quelque chose? Je mangeais les tomates dans les champs. Il y avait les tortues là-bas dans la frontière. Tu attrapes une tortue, tu le fais brûler, tu manges. C'est ce que j'ai mangé pendant 8 jours. Je me rappelle quand je suis arrivé à Oujda, la première ville du Maroc. J'avais les pieds tout enflés, je ne pouvais plus marcher et tout. Les gens qui m'ont pris là-bas, ils m'ont amené à l'hôpital. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital à Oujda avant de pouvoir monter à Tanger. Quand je suis monté à Tanger, je suis resté là-bas. J'ai essayé plusieurs tentatives, je ne suis pas rentré. J'ai assisté à cette première conversation qu'il a eue avec sa maman quand il a pu l'appeler ici. On cueillait des noix, c'était quelques jours après son arrivée à Bouvines. Et là, il a appelé sa maman et j'ai entendu, c'est la première fois que je l'ai vu rire, et j'ai entendu sa mère rire. Et donc, c'était extraordinaire, elle riait, c'était la joie d'avoir des nouvelles de son fils. Et voilà. Une énième fois, je crois que c'était la 11e fois que je suis rentré en Espagne. Et les 10 autres fois, c'est que les autorités vous arrêtaient avant? Les 10 autres fois, il y a peut-être 3-4 fois où on est arrivé, hein, où la police des frontières, ils nous attrapaient dans la frontière. Ils confisquaient tout le matériel, les téléphones, l'argent et tout. Ils nous tapaient, ils nous mettaient en cellule. Ils nous refoulaient. Donc pour revenir, ça prenait vraiment... Ça prenait des semaines. Et en Espagne, c'est dans les mers espagnoles, il y a un bateau qui vous a rencontré, vous êtes rentré dedans, ou alors vous êtes arrivé jusqu'à un port espagnol? Non, on ne pouvait pas accoster parce que on était dans les canaux où on devait ramer nous-mêmes. On a ramé jusqu'à un niveau, on a vu la marine espagnole. Ils nous ont demandé de ramer plus vite parce que la police marocaine, ils étaient pas très loin de nous. Parce que si c'était la police marocaine qui vous attrapait... Ouais, refoulement. C'est cellule après refoulement. Les autres fois où je ne suis pas entré, c'est parce qu'on avait fait l'accident. Le canot se perçait en route. Et quand ça se perce, et tout le monde dans l'eau, on est obligé d'appeler nous-mêmes la police marocaine pour qu'ils viennent nous chercher. Et le dernier accident que j'ai fait, on était 11 à partir, on est rentré 4. Donc il y a eu 7 morts. Et après c'est la police marocaine qui vous a retrouvé 4 survivants. On était perdus quelque part où les bateaux ne naviguaient pas. Ouais, c'est que la vague nous avait entraînés, c'était vraiment une zone où les bateaux ne naviguent pas, il y avait trop de vagues là-bas. Et on est resté 3 jours sur l'eau et on ne voyait personne, aucun bateau. Oui. Aucun bateau. Quand c'est quoi, on n'avait même pas de réseau ce jour-là pour appeler. Donc on ne pouvait même pas appeler les secours le jour-là. Et vous étiez encore sur le canot quand même? On était sur le canot. Les gens qui sont décédés, ils ne sont pas décédés noyés, ils sont décédés soit par déprime, par faim, ou bien ils sont jetés eux-mêmes dans l'eau parce que le canot n'était pas encore percé. Donc on avait fait en tout
On avait fait 4 jours et demi sur l'eau. On n'avait pas bu, on n'avait pas mangé. Et il y avait la tempête, il pleuvait. Il y avait la tempête, ça secouait le bateau toute la nuit. Et nous tous, on savait qu'on devait mourir. Ça, c'était évident. La seule chance qu'on avait, c'était de voir un bateau qui passait. Mais jusqu'au 3e jour, aucun bateau ne passait. C'est là où on a su qu'on était perdu. Et qu'il n'y avait plus moyen de vivre, quoi. Et c'est ça que les autres, ils ont commencé à tomber. Et moi, de toutes les façons, je savais que je devais mourir, mais je me disais que je devais être le dernier à mourir. Même si j'avais pas mangé, même si j'avais pas bu. J'évitais de pleurer, j'évitais de parler pour dépenser l'énergie. Parce que j'ai vu que ceux qui mouraient vite, c'est parce qu'ils pleuraient et après ils n'avaient plus de force. J'ai dit à mes autres, aux autres personnes qui sont restées avec moi qu'il fallait attendre que c'est le dernier souffle qui nous prenne, quoi. Donc on est resté là comme ça jusqu'à ce qu'on ait eu la chance que les militaires ils passent par là. Je suis certaine que le Christ est dans ces barques, en fait. C'est-à-dire que l'homme y est et le Christ ressuscité aussi. Il y a la mort et la résurrection, mais il y a la résurrection, quoi. Et il porte ça, chacun qui arrive ici porte ça. Et moi, ça me touche et ça me rend joyeuse de savoir que Jésus, il est dans ces barques-là, y compris dans celles qui sont maintenant dans la Manche, là. Il ne peut pas être ailleurs, en fait, parce que c'est là qu'est l'humanité. Je ne sais pas si... Enfin bon, on ne part pas de chez soi comme ça. On part de chez soi, dans sa vie, on n'a jamais envie de partir. Donc, et dans la Bible, il n'y a que des histoires comme ça. Les gens, ils n'ont pas envie de partir, ils partent. Mais malgré tout, Dieu est avec eux, les accompagne pour les emmener vers une promesse. Ton arrivée en Espagne, tu disais que... Il vous demandait si vous aviez des contacts en Europe pour vous envoyer dans d'autres pays, c'est ça? Oui. Quand je suis arrivé en Espagne, ils nous ont enregistré. Et après, ils nous ont dit que c'était compliqué avec l'arrivée des migrants, qu'ils n'avaient plus de place et qu'il fallait qu'on quitte l'Espagne, il fallait qu'on parte dans un autre pays. Que si on trouvait quelqu'un, si on avait quelqu'un de notre famille ou une connaissance qui était dans un pays, qu'il faut nous accueillir, ils pouvaient nous payer le trajet jusque là-bas. C'est comme ça que j'ai essayé de me connecter. Pendant 2 semaines, j'ai essayé de trouver. C'est ma mère qui m'a indiqué, en fait, c'est un oncle éloigné qui vivait à Sizouan. Elle a eu son contact et tout. Donc je suis quitté l'Espagne. J'ai voyagé en bus jusque là-bas. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai essayé le contact pendant 3 jours. Le numéro, il passait pas. Et je suis allé au commissariat, j'ai expliqué. Ils ont essayé de contacter le numéro, ça passait pas. Et j'avais pas où dormir et tout. Et du coup, ils ont essayé de regarder avec moi s'il y avait un centre pour les mineurs à côté. Voilà, ils n'ont pas trouvé. Et là, c'est eux, le commissariat, qui m'ont dirigé à l'église à côté de Sizouan. À Bouvines? À Bouvines. Et pourquoi ils t'ont dirigé vers Bouvines? Il y avait une raison? Ils t'ont donné une raison? Oui, ils m'ont dit que c'est une église et qu'ils accueillent souvent des gens comme ça là-bas. Je suis arrivé, j'ai croisé pour la première fois Jacques. À cette remarque qui nous a été faite un jour de dire un étranger frappe à ta porte, ouvre-lui, c'est peut-être un ange. C'est un peu ce que je retiens de cette rencontre avec Gildas, c'était que c'était une rencontre totalement inattendue. Ça a vraiment été un cadeau. Et moi qui me donne, qui élargit mon regard, qui élargit même mon espérance en voyant ce que
le parcours de Gildas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire près de 6 ans après, quoi. La question des migrants, je la connaissais à travers la doctrine sociale de l'Église, je la connaissais à travers la pastorale des migrants que j'avais connue à Amiens ou dans les Yvelines, où j'ai été 23 ans prêtre. J'avais une connaissance, mais je ne connaissais pas ceux qui traversent l'Europe pour aller en Angleterre. Je ne connaissais pas la condition des exilés, je ne connaissais pas ceux qui subissent la loi des passeurs et de tous ceux qui se servent sur la pauvreté, de ceux qui quittent une terre rarement pour des raisons... Enfin, c'est toujours une épreuve de quitter sa terre. Vous pouvez avoir des positions théoriques sur beaucoup de choses, quand un dossier devient un visage. C'est vrai pour toutes les questions éthiques. Ça n'invalide pas de tenir bon sur quelques principes fondamentaux. Et je ne vais pas renoncer aux principes que je crois importants des responsabilités régaliennes de l'État sur la sécurité et la circulation des migrants. Mais un dossier devient un visage. Et je me rends compte que la dignité de la personne humaine, celle qui est là, en situation peut-être irrégulière, possible, et sans doute qu'il faut travailler ces questions pour qu'il n'y ait plus de gens en situation irrégulière, mais il n'empêche que cette personne, en tant qu'elle est là, elle m'est donnée pour que j'en prenne soin. Je n'ai pas le choix. Humainement, je n'ai pas le choix, alors je dénie la qualité de personne humaine à quelqu'un. Et alors, en plus, pour un chrétien, cette personne, en tant qu'elle est là, je ne prends pas une position politique, mais en tant qu'elle est là, je ne peux pas ne pas prendre soin d'elle. C'est ce qui m'a sauté au visage. Le seul message que j'ai envie de faire passer, c'est que je ne suis pas venu en France ou en Europe parce que j'avais envie de voyager, ou j'avais envie de quitter mon pays, ou j'avais envie de quitter ma famille, ou j'avais besoin de changer d'air. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui on me disait tu choisirais t'es mieux où? C'est vrai que je suis mieux dans mon pays. Je choisirais mon pays, mais je suis ici parce que la situation a fait que je me retrouve ici et que je peux être en sécurité ici. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, mon espérance, elle est super grande. Déjà, faut imaginer quand même. En 6 ans, il est arrivé. Et là, il a quand même un boulot, un CDI, il a un diplôme, il a des amis. C'est incroyable, c'est incroyable. Au stade, à côté des tentes du camp de migrants, nous retrouvons Cissé, que nous avions interviewé il y a quelques jours. Il a un grand sourire. Par surprise, je vous ai vu l'autre fois et puis après ça n'a même pas fait 5 jours comme ça. Je reçois l'appel de Lucille qui travaille à l'Utopia 56 disant que ouais, elle a une bonne nouvelle pour moi. La nouvelle est que le département a confirmé mineur, donc en septembre, en haute voie, je veux commencer l'école. Très bien, très fier. Voilà. Donc l'école me manque, il faut que je commence l'école. Bah là maintenant, je suis ici avec mes amis, vu que je suis pris, je suis maintenant confirmé, mais vous allez voir, ouais, nous sommes des bons joueurs. Voilà. Vrai talent, donc nous sommes là. Allez, tout à l'heure, ciao. Moi, je pense que si j'ai pu m'en sortir, c'est parce que j'ai été bien encadré, qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'en suis sorti. Imaginez que je n'ai pas été pris en charge par Anne, je n'ai pas été pris en charge par les pasteurs chrétiens, toutes les personnes que j'ai citées. Aujourd'hui, je ne pense pas que je serai là où je suis. Donc si vous avez des jeunes, c'est vrai, il peut y avoir des mauvais, mais les bons, il y en a aussi. C'est vrai, s'il y a des jeunes que vous pouvez accompagner personnellement, suivre personnellement, n'hésitez pas. C'est vrai que vous serez récompensé à la fois par Dieu et à la fois de voir ces jeunes s'épanouir.
plus vous serez ancré en Dieu, plus votre humanité se déploiera avec ses richesses, puis ses fragilités aussi, parce que Dieu n'est pas magique, mais plus, en n'étant pas naïf et pas dupe des combats du monde, vous verrez des passages, vous verrez des manières, vous direz ah, « j'avais jamais vu ça », mais vous verrez qu'un autre regard est possible qui ne change pas tout et qui pourtant, parce qu'on regarde autrement, permet des changements qu'on n'avait pas imaginés. Et donc, une invitation à ceux qui nous regardent à plonger dans la charité de Dieu, à vous laisser aimer par Dieu.